Bonsoir à vous. Vous est-il déjà arrivé de vous endormir tard? Voire peut-être même de faire des nuits blanches? Peut-être même qu'à ces occasions, vous vous êtes demandé combien de temps est-ce qu'un être humain pourrait passer sans dormir? Sachez que vous n'êtes pas les seuls à vous être posé ces questions. Mais rares sont ceux à avoir réellement étudié cette question. Mais si je dis que ceux-ci sont rares, cela signifie que certains l'ont fait. Ça a notamment été le cas durant la fin des années 40, par des chercheurs russes. Au plein milieu de la seconde guerre de la censure YouTube, j'ai pas le droit de le dire, mondiale. En effet, les chercheurs ont réussi à garder 5 personnes éveillées pendant une quinzaine de jours, en utilisant un gaz expérimental basé sur plusieurs stimulants. Les personnes étaient enfermées dans un environnement scellé, afin de pouvoir contrôler leur consommation d'oxygène, de manière à ce que ce gaz ne les tue pas, car une trop grosse concentration de celui-ci pourrait être mortelle. Cependant, cette expérience avait eu lieu bien avant l'invention des caméras en circuit fermé. Donc, pour surveiller les prisonniers, enfin, les sujets de test, il n'y avait que des microphones, ainsi que des fenêtres en verre épais, d'une douzaine de centimètres environ, permettant de les surveiller. Bien évidemment, c'était des vitres sans teint. La chambre qu'ils habitaient pendant ces quelques jours était équipée de lits d'appoint, sans aucune literie. Ils avaient de l'eau courante, accès aux toilettes, une quantité de livres suffisamment élevée, ainsi que de la nourriture sèche, pour qu'ils puissent tenir à 5 pendant environ 1 mois. Les sujets de test étaient des prisonniers politiques, jugés ennemis de l'État. Pendant les 5 premiers jours, tout se passait bien. Les sujets ne se plaignaient que très peu, car on leur avait promis qu'ils seraient libres s'ils acceptaient de subir le test et de ne pas dormir pendant 30 jours. Évidemment, leur libération était fausse. Leur conversation, ainsi que leur activité, étaient surveillées. On a pu noter qu'ils ne parlaient que d'incidents de leur passé. Mais chaque jour, les incidents étaient de plus en plus traumatisants, et les conversations étaient de plus en plus sombres. Au bout de 5 jours, ils avaient commencé à se plaindre, à propos des circonstances ainsi que des événements qui les avaient menés là où ils se trouvaient. De plus, ils montraient des signes de paranoïa sévères. Ils ont arrêté de se parler, et à la place sont mis à parler au microphone ou au miroir sans teint de hublot. Curieusement, ils semblaient penser pouvoir gagner la confiance des expérimentateurs en se retournant contre leurs camarades, les autres sujets de test en captivité avec eux. Les chercheurs pensaient tout d'abord qu'il s'agissait uniquement d'un des effets du gaz. Au bout de 9 jours, le premier d'entre eux commença à crier. Il courait sur la longueur de la chambre, en hurlant à plein poumon pendant 3 heures, sans discontinuer. S'il a arrêté, ce n'était pas par envie, mais uniquement parce qu'il n'arrivait plus qu'à produire de petits couinements de temps en temps. Les chercheurs pensent qu'il s'était déchiré les cordes vocales à ce moment-là. Le plus surprenant dans ce comportement, c'est la manière dont les autres sujets ont réagi. Ou du moins, comment ils n'ont pas réagi. Ils ont tous commencé à murmurer à l'attention des microphones, du début des cris jusqu'à la fin, sans discontinuer. Deux des captifs restants ont alors décidé de désosser les livres, enduit toutes leurs pages avec leurs excréments, et les ont collés sur le verre des hublots. Après cela, les cris se sont rapidement arrêtés, et les murmures au micro également. Après cet incident, 3 jours se sont écoulés. Les chercheurs vérifiaient régulièrement les micros pour être sûrs qu'ils fonctionnaient, car ils pensaient qu'il était impossible que 5 personnes enfermées dans une pièce ne produisent aucun son. Cependant, la consommation d'oxygène dans la chambre indiquait qu'ils devaient tous être en vie. En effet, elle correspondait à la quantité d'oxygène que 5 personnes consommeraient pendant un exercice physique extrêmement ardu. Le matin du 14e jour, les chercheurs ont décidé de faire quelque chose qu'ils n'étaient pourtant pas censés faire. Ils ont utilisé l'interphone de la chambre, espérant ainsi provoquer une réaction des captifs. Ils avaient peur que ceux-ci soient morts ou dans un état végétatif. Ils ont alors dit « Nous allons ouvrir la chambre pour tester les microphones. Restez loin de la porte et allongez-vous sur le ventre par terre ou vous serez abattus. Si vous respectez ces règles, l'un de vous gagnera sa liberté. » À la grande surprise, ils n'entendirent qu'une seule phrase, prononcée d'une voix calme. « Nous ne voulons plus être libres. » Des débats alors éclaté entre les chercheurs et les forces militaires qui finançaient le projet. Il était impossible d'obtenir d'autres réponses en utilisant l'interphone. Ils ont alors finalement décidé que la porte de la chambre serait ouverte à minuit, lors du 15e jour.
La chambre a préalablement été vidée du gaz stimulant et remplie avec de l'air frais. Des voix provenant des micros ont alors immédiatement commencé à protester. 3 d'entre eux ont commencé à supplier, comme s'ils en allaient de leur vie, de remettre le gaz. La chambre a été ouverte, des soldats ont été envoyés à l'intérieur pour retrouver les sujets de test. Ces derniers ont alors commencé à hurler plus fort que jamais, et les soldats ont rapidement fait de même lorsqu'ils ont vu ce qui était à l'intérieur. 4 des 5 sujets étaient toujours vivants, bien que l'état dans lequel ils étaient ne fût pas réellement qualifiable de vivant. Les rations de nourriture des 5 derniers jours n'avaient pas été touchées. Il y avait des morceaux de chair provenant des cuisses et du torse du sujet mort, enfoncés dans le drap au centre de la chambre, le bouchant et permettant ainsi à une dizaine de centimètres d'eau de s'accumuler sur le sol. Les chercheurs n'ont pas pu déterminer quelle proportion de cette eau était composée de sang. Les 4 sujets survivants avaient également de grandes portions de muscles et de peau arrachés de leur corps. La destruction de la chair ainsi que des os qui étaient à l'air libre au bout de leurs doigts indiquait que les blessures avaient été infligées avec leurs mains et non grâce à leurs dents, comme ce que les chercheurs supposaient au départ. Des observations plus précises de la position et de l'angle des blessures ont montré que celles-ci étaient en fait de l'automutilation de la part des sujets eux-mêmes. Les organes abdominaux sous la cage thoracique des 4 sujets avaient été retirés, alors que le cœur, les poumons ainsi que le diaphragme étaient restés en place. La peau et la plupart des muscles attachés aux côtes avaient été arrachés, permettant de distinguer les poumons à travers les côtes. Tous les vaisseaux sanguins ainsi que les organes étaient intacts. Ils avaient simplement été retirés et posés par terre, répartis autour des corps éviscérés, mais toujours vivants des sujets. L'appareil digestif de ces 4 êtres pouvait être observé en fonctionnement. Il a très vite été clair qu'ils digéraient leur propre chair, qui avait été arrachée et dévorée durant les jours précédents. La plupart des soldats étaient des Russes d'un commando spécial affecté à l'installation, mais la plupart ont refusé de retourner dans la chambre après avoir vu les horreurs présentes dedans. Les sujets continuaient de crier à corps et à cri pour qu'on les laisse dans la chambre. Ils suppliaient qu'on remette le gaz, afin qu'ils ne s'endorment pas. À la surprise de tous, les sujets ont livré un violent combat lorsqu'on a voulu les faire sortir. Un des soldats russes s'est même fait déchirer la gorge et en est mort. Un autre en est sorti grièvement blessé après s'être perforé une artère. 5 autres soldats ont ainsi perdu la vie, si l'on compte ceux qui ont décidé de prendre la leur dans les semaines suivant l'incident. Cependant, pendant le combat, la rate de l'un des sujets s'est rompue, et il s'est vidé de son sang presque immédiatement. Les chercheurs médicaux ont immédiatement tenté de l'endormir, mais cela s'est révélé inutile. On lui a injecté plus de 10 fois la dose maximale pour un humain d'un dérivé de la morphine, mais il continue de se battre comme un animal enragé, brisant les côtes et les bras d'un des docteurs présents. On a pu constater que le cœur a continué à battre pendant 2 minutes entières après que l'hémorragie l'ait amené à un point où son système vasculaire n'était rempli que d'air. Même après qu'il se soit arrêté, il a continué de crier pendant 3 minutes, s'efforçant d'attaquer quiconque venait à portée, répétant ponctuellement un seul mot, de plus en plus faiblement. Il répétait plus. Les 3 sujets restants ont été immobilisés et transportés dans une installation médicale. Les 2 possédant encore leur corde vocale intacte, supplièrent pour le retour du gaz, afin qu'ils ne s'endorment pas. Celui qui avait le plus de blessures parmi les 3 a été amené dans le seul bloc opératoire que l'installation disposait. Durant la procédure supposée remplacer ses organes internes, il s'est révélé immunisé aux sédatifs qui ont été administrés. Il se débattait furieusement contre ses liens lorsque le gaz anesthésiant a été apporté pour le mettre hors de combat. Il a réussi à déchirer la quasi-totalité d'un bandeau de cuir, épais de 10 cm, attaché à l'un de ses poignets, malgré le fait qu'un soldat de 90 kg essayait de maintenir ce poignet. Une quantité de sédatifs supérieure à la normale a été nécessaire pour l'endormir. Et à la seconde où ses paupières se sont fermées, son cœur s'est arrêté. Pendant l'autopsie du sujet, il a été révélé que son sang contenait 3 fois la concentration normale d'oxygène. Les muscles qui étaient toujours attachés à son squelette étaient affreusement déchiquetés, et ils étaient brisés 9 os dans la lutte. La plupart étaient uniquement à cause de la force de ses propres muscles. Le second survivant était le premier à avoir crié. Ses cordes vocales étaient donc détruites. Il était incapable de supplier ou de protester contre l'opération. Il n'a réagi qu'en secouant violemment la tête pour montrer sa désapprobation lorsque le gaz anesthésique a été amené. Il a secoué la tête pour faire oui lorsque quelqu'un a suggéré, à contre-cœur, d'essayer l'opération sans anesthésie. Et il n'a pas réagi pendant les 6 heures qui ont nécessité le remplacement de ses organes abdominaux et la tentative de les recouvrir avec ce qu'il restait de peau. Le chirurgien, précédant l'intervention, n'arrêtait pas de répéter qu'il était médicalement impossible que ce sujet soit encore en vie.
Une infirmière terrifiée, qui assistait à cette opération, a affirmé qu'elle avait vu la bouche du patient former un sourire plusieurs fois, à chaque fois que ses yeux croisaient les siens. Lorsque la chirurgie a pris fin, le sujet a regardé son médecin et a commencé à siffler fortement, essayant de parler tout en se débattant. Supposant que cela devait être important, le chirurgien a demandé à ce que lui emporte un crayon et un calepin, afin que le patient puisse écrire son message. Mais celui-ci était affreusement simple. Continuer à couper. Le dernier sujet de test, ayant aussi subi cette opération, a décidé de ne pas recevoir d'anesthésion également. Cependant, il était nécessaire de lui injecter un paralysant pendant toute la durée de l'opération. En effet, le chirurgien n'arrivait pas à travailler, alors que le patient riait continuellement. Une fois paralysé, les sujets ne pouvaient que suivre les médecins des yeux. Cependant, le paralysant était éliminé de leur système après une période anormalement courte, et il a rapidement essayé de s'échapper. Au moment où il a pu recommencer à parler, il a commencé à redemander du gaz stimulant. Les chercheurs ont essayé de comprendre pourquoi ils s'étaient infligés ces blessures, pourquoi ils avaient arraché leurs propres entrailles, et pourquoi ils voulaient à nouveau le gaz. La seule réponse qui a été donnée était « Je dois rester éveillé ». Les liens des 3 sujets ont été renforcés, et ils ont été replacés dans la chambre en attendant de savoir ce qu'on allait faire d'eux. Les chercheurs faisant face à la colère des bienfaiteurs militaires, à cause de leur incapacité à atteindre le but qui leur avait été fixé, ont pensé à les euthanasier. L'officier commandant, un ancien agent du KGB, a au contraire vu du potentiel en eux, et a voulu savoir ce qui se passerait si on les replongeait dans le gaz. Les chercheurs s'y sont évidemment formellement opposés, mais leurs objections ont été rejetées. Afin de les préparer à être à nouveau scellés dans la chambre, les sujets ont été connectés à un moniteur électroencéphalographique, et leurs liens ont été renforcés par un confinement à long terme. À la surprise générale, les 3 ont arrêté de se débattre, quand quelqu'un a laissé échapper qu'on allait les remettre dans le gaz. Il était évident qu'à ce moment, ils avaient énormément de mal à rester éveillés. Un des sujets qui pouvait parler fredonnait une voix forte et sans s'arrêter. Le sujet muet appuyait sur ses jambes de toutes ses forces, de droite à gauche, afin d'avoir quelque chose sur quoi se concentrer. Le deuxième sujet gardait sa tête au-dessus de son oreiller et clignait des yeux rapidement. Ayant été le premier à avoir été relié, la plupart des chercheurs observaient ses ondes cérébrales avec surprise. La plupart du temps, elles étaient normales. Mais parfois, il n'y avait plus qu'une ligne. C'est comme s'il subissait plusieurs morts cérébrales, avant que tout redevienne à la normale. Le commandant a donné l'ordre de sceller la chambre avec les 2 sujets à l'intérieur, ainsi que 3 chercheurs. Parmi les 3 qui ont été nommés, un a immédiatement sorti son revolver et a tiré une balle entre les 2 yeux du commandant. Puis il a retourné son arme contre le sujet muet, lui faisant également sauter la cervelle. Excédé, il a finalement pointé son arme vers le seul sujet restant, toujours attaché au lit, tandis que les autres membres de l'équipe médicale et de recherche fuyaient la pièce. Je ne me laisserai pas enfermer là-dedans, pas avec ces choses. Il regarda alors l'homme attaché sur la table. Et vous, mais qu'est-ce que vous êtes, enfin? Le sujet a souri. Est-ce que vous avez oublié si facilement? Nous sommes faux. Nous sommes la folie qui est cachée dans chacun d'entre vous, suppliant d'être libéré à tout moment dans votre esprit animal. Nous sommes ce que vous cachez toutes les nuits dans vos lits. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le paradis nocturne que nous ne pouvons fouler. Le chercheur marqua un arrêt, visa le cœur et fit feu. Le sujet ne prononça que quelques mots. Si près d'être enfin libre.